Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Aventures de G-Man, je suis G-Man et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour enfin parler de la saison 2 de Umbrella Academy. Saison 2 que vous pouvez retrouver en France sur Netflix et dont j'avais très hâte de vous parler. Même si finalement il ne va pas y avoir tant de choses que ça à dire. Alors, avant de vous donner mon avis sur cette saison, on va faire un petit résumé et voir où est-ce qu'on en était. À la fin de la saison 1, donc, l'Umbrella Academy réussit à mettre ses rancunes de côté et à travailler en équipe, mais malheureusement, ce sera vain car ils n'arriveront pas à stopper la fin du monde imminente. C'est à ce moment-là que numéro 5 décide de faire une démarche un petit peu audacieuse et de voyager dans le temps avec l'intégralité de sa famille, de ses frères et sœurs. Et c'est là où on va reprendre la série, puisque la série reprend immédiatement à ce moment-là, lors du voyage dans le temps. Vu que c'est une technique qui n'a pas été maîtrisée par numéro 5, puisque, on va le voir tout à l'heure, leurs pouvoirs ont très clairement été nerfés par rapport aux comics de base, il a énormément de mal à voyager dans le temps avec sa famille, ou quoi que ce soit, ou même voyager dans le temps tout court. Et du coup, il va se retrouver à éparpiller ses frères et sœurs sur l'espace de 3-4 ans dans les années 60 aux alentours de Dallas. Donc si vous y connaissez un petit peu ou si vous le voyez venir, il ne tombe pas dans cette date par hasard parce que c'est quand même une date assez importante dans l'histoire américaine, puisque quand même à un moment il se retrouve à quelques jours de l'assassinat de JFK. Et donc voilà, et donc le but de cette saison, ça va être de réunir la famille, qui donc s'est retrouvée arrivée à des intervalles d'espace différents. Que certains viennent juste d'arriver, d'autres sont là depuis un petit moment, donc déjà pu recommencer à avoir une vie normale, voire même certains à s'être très très bien implantés dans la communauté. Je pense notamment à Alicia qui s'est remariée. On va y revenir. Et voilà. Et donc toute l'histoire est transposée donc dans les années 60. Et c'est un petit peu le souci que je m'attendais à avoir. En fait, si vous avez vu ma première critique, vous saurez que en fait j'étais un peu surpris du renouvellement de la série parce que au final, Umbrella Academy, la saison 1, donc racontait l'histoire du tome 1, tout en piochant beaucoup d'éléments de l'histoire du tome 2. Et donc j'avais un petit peu peur qu'il n'y ait pas trop de matière pour faire une saison complète. Et finalement, ils ont pris des micro-éléments du deuxième tome pour faire cette saison 2, donc transposer la micro-partie de l'histoire qui se déroule à Dallas et faire toute l'intrigue autour de ça. Et donc on va voir l'évolution de la famille, l'évolution qu'ils ont pu ou pas eu le temps d'avoir, en fonction d'à quelle époque ils sont débarqués, jusqu'à leur retrouvailles et voir comment ils vont finir par travailler ensemble continue, parce que évidemment si c'est juste retrouver la famille qui s'est éparpillée à travers Dallas sur 3 ans, c'est pas grand chose. En fait non, il y a un petit plus, il y a un petit twist, c'est que la fin du monde les a suivis et que du coup leur arrivée à Dallas dans les années 60 va provoquer le réchauffement de la guerre froide en fait et l'invasion des soldats soviétiques des États-Unis par les soldats soviétiques des États-Unis, pardon. Formulation correcte. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison? Eh bien, ils sont vraiment focalisés sur des micro-détails ou des trucs passés très rapidement dans le comics de base. Tout ça pour nous développer les personnages. Et là où il n'y a pas trop de matière de développer les personnages pour certains, eh bien, on a un peu juste simplement inventé. Pour reprendre dans l'ordre, donc on a Luther, donc numéro 1, qui dans le comics se laisse vivre et déprimer et jusqu'à ne passer son temps qu'à regarder la télé, à bouffer et à prendre énormément de poids. Donc là on a bien cette image de Luther dépressif. On a un Luther qui travaille comme homme de main et qui, même si c'est pas représenté physiquement, mis à part par une diminution encore de sa force, on a un Luther qui se laisse aller, qui bouffe, qui boit énormément. Ensuite, on a Diego. Diego qui, lui, en bon homme d'action un peu débile, s'est mis en tête, en arrivant à Dallas dans les années 60, d'arrêter l'assassinat de JFK. Sauf que du coup, il passe pour fou et se retrouve en hôpital psychiatrique. Nous avons Alicia, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui se retrouve à être mariée
et à défendre la cause noire américaine dans les années 60, alors qu'il y avait encore tout ce qui était ségrégation, etc. Et donc ça peut être très intéressant, mais on oublie que en fait à notre époque, Alicia est déjà mariée, hein, elle est en cours de divorce, elle a des enfants qui l'attendent, il y a eu tout un passage où elle est plus ou moins en couple avec Luther, donc j'ai l'impression que Alicia a une tendance à se marier facilement, et ce qui rend le personnage un petit peu particulier, hein, sachant que dans le comics de base, elle est bien plus détestable que ça. Elle est vraiment très très détestable d'ailleurs. Ensuite, nous avons Klaus, qui de base est censé devenir extrêmement célèbre et reconnu pour avoir sauvé le monde, qui là s'est retrouvé à créer une secte et dispose d'un nombre de fidèles impressionnant, et étonnamment ça le lasse, il commence à avoir marre de cette situation, mais ça lui a quand même permis de sortir de l'alcool, ce qui est pas mal. Nous avons ensuite numéro 5, donc qui est le dernier arrivé à cette période-là, qui va se retrouver à devoir à vivre cette fin du monde une première fois, puis à revoyager dans le temps pour essayer de la stopper. Nous avons, alors ce qui est cool, c'est qu'on a le personnage de Ben numéro 6, donc, qui est mort et qui est montré un petit peu plus présent aux côtés de Klaus, et vraiment ça devient un personnage à part entière dans cette saison, enfin, parce qu'il était à peine survolé dans la saison 1. Par contre, je vous préviens, dans le comics, il est plus que survolé, c'est-à-dire que les références à Ben sont vraiment mineures. Et dernier membre de la famille, donc Vanya, qui elle est totalement amnésique et essaie de refaire sa vie comme elle peut, en devenant nounou pour un jeune enfant autiste un peu éloigné de la ville, tout en vivant un idylle avec la mère du dit enfant. Donc cette saison est plutôt cool, on a des trucs étonnants, on a pas mal de trucs étonnants, notamment au niveau des pouvoirs des personnages. Comme je vous dis, ils ont été extrêmement nerfés, réduits, mais aussi ils ont été rééquilibrés de façon bizarre. En fait, Vanya commence à avoir une utilisation de ses pouvoirs qui est vraiment très impressionnante et très violente, et elle s'en sert plus activement, ce qu'on n'a pas trop eu l'occasion de voir jusqu'à présent. On a Luther qui est juste considéré comme une espèce de grosse brute, et même au sein de cette saison, on a une variation au niveau de ses pouvoirs. Des fois, il arrive à se faire étaler par un mec à coup de poing, et dans une autre scène, que vous avez peut-être vu si vous avez vu les bandes annonces, il est capable d'arrêter un missile, un tir de lance-roquette avec son dos. Donc c'est un peu particulier. Klaus qui est plus activement orienté dans la manipulation des morts, en fait, expliqué dans cette saison, enfin la manipulation des esprits, comme médium, etc. Et qui dans le comics, normalement peut faire ça, et en plus a des dons de télékinésie. Ces dons de télékinésie lui ont été retirés au profit d'un autre personnage, donc c'est Diego qui récupère les dons de télékinésie de son frère. Enfin, en tout cas, son personnage dans la série est écrit comme ayant des dons de télékinésie, ce qui explique ses capacités de lancer, en fait. Ses capacités au lancer de couteau, etc., sont expliquées par sa télékinésie. Alicia se veut longtemps refusant d'utiliser ses pouvoirs parce qu'elle considère que c'est juste une source à plus d'ennui qu'autre chose, mais elle va très rapidement y revenir. Et numéro 5 va quant à lui commencer à apprendre à essayer de maîtriser ses pouvoirs. C'est celui qui est présenté depuis le début comme plus vieux, plus sage, bien plus entraîné que ses frères et sœurs, mais finalement c'est lui qui a le moins de regard et moins d'utilisation et moins d'apprentissage de ses pouvoirs, donc cette saison va lui servir un petit peu à plus contrôler sa manipulation du temps. Voilà. Le reste de la saison s'oriente autour du coup de cette espèce d'enquête, à savoir qu'est-ce qui va pouvoir provoquer ce fin du monde, qu'est-ce qui va changer avec leur arrivée. D'un côté, certains qui veulent quand même activement, comme je vous dis, arrêter le meurtre de JFK, d'autres qui commencent à se dire que bizarrement, leur père est peut-être lié à tout ça, il y a peut-être un lien avec leur père, donc il va y avoir une enquête là-dessus. On va avoir de magnifiques épisodes, du coup, dans les années 60, sur le père... Donc un peu plus sa relation avec
la mère des enfants, qui à l'époque n'était pas un androïde, mais n'était pas un robot, qui était une vraie personne, et qui a, selon toute vraisemblance de ce qu'on en comprend, est la personne qui a servi de modèle pour créer la mère de substitution des enfants. On a même dans un épisode l'histoire de Pogo qui est racontée, qui est plutôt sympathique, bien foutu. Et voilà, c'est assez cool. Et voilà, donc cette saison est plutôt sympathique. Ils ont pris une toute petite période du récit pour en faire quelque chose de très important. Ils ont réussi à développer comme il faut les personnages et de façon assez surprenante, ils nous ont donné pareil un twist de fin plutôt cool qui en fait reboucle sur la fin du tome 3 du comics. Et donc en squeezant toute la partie donc Hotel Oblivion, pour ceux qui ont lu le comics de base ou qui voudraient s'y mettre, et en reprenant que la fin. Sauf que là, on va plutôt être présent dans un système d'Uchronie et de monde alternatif. Donc évidemment, je vous conseille de regarder cette saison 2 si vous avez aimé la saison 1. Mais bon, vu le retard de ma vidéo, je pense que vous l'avez déjà tous regardé plus ou moins. Si vous attendiez encore mon feu vert ou mon avis dessus, ben allez-y, foncez. On a une saison qui est très cool, avec des personnages qui prennent un peu plus le devant, qui est un peu rentré par avant, comme Vania qui va être un peu plus proactive, comme Diego qui devient... Je pense que j'avais beaucoup apprécié Klaus en saison 1, je pense que j'apprécie maintenant d'autant plus Diego qui très longtemps a été le loup solitaire de la saison 1, mais là c'est le premier à essayer d'amorcer un système d'équipe en fait au niveau de la famille. Il va notamment, bon ça fait un peu rire parce que c'est ridicule, mais avec ce concept de Team Zero où ils sont plus des numéros mais une équipe, en utilisant quand même un numéro, ben je sais pas, même si c'est ridicule et c'est fait pour se moquer, c'est le premier quand même à essayer de dépasser ce stade des rancœurs familiales, alors que c'est chez lui qu'elles étaient le plus ancrées. Au niveau des autres personnages, donc comme je vous disais, ça a pioché dans la saison. La saison a pioché déjà dans le tome 2. Donc les tueurs à gages un peu barjots qu'on pouvait avoir, qu'on aurait pu avoir ici, ben, vu qu'on les a déjà exploités et que voilà, les Eul et Chacha, ben, du coup là on va se retrouver à avoir de nouveaux tueurs à gages avec la présence des 3 Suédois, les 3 fous rires suédois, qui franchement ne dépareillent pas avec la série, ils sont totalement dans le ton, c'est génial. On va enfin voir alors ça c'est cool, le directeur du bureau temporel. On va le voir enfin, parce que je me demandais comment ça allait apparaître, parce que dans le comic c'est quand même un personnage assez fantasque, mais là il est bien retranscrit, même si on ne le voit pas longtemps. Et on reprend quand même beaucoup d'éléments du deuxième tome, avec aussi énormément d'humour et de références. Il y a pas mal de références à Terminator, à ce genre de choses, qui sont cool, bienvenues, qui passent bien, et qui sont plutôt normales pour des abrutis de leur niveau qui se retrouvaient dans les années 60 et donc qui seraient gorgés de cette pop culture là et qui s'en serviraient, je pense notamment à Klaus qui se sert de paroles de chansons ou de slogans publicitaires pour donner des conseils de vie et des mantras aux disciples de sa secte, tout au passage en se servant en gardant cette secte comme comment dire, comme harem personnel. C'est franchement génial. Cette saison est plutôt cool et j'ai hâte de voir la suite. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire en saison 3. S'ils vont directement adapter ce qu'on devrait avoir dans le tome 4 des comics, donc à savoir, sans spoiler, tout ce qui est la partie Sparrow, et qui donc sera justifié. Ou si justement ils vont faire une période scénaristique et malgré tout nous mixer ça avec l'Hôtel Oblivion, parce que j'aimerais beaucoup voir ce qu'on va avoir dans l'Hôtel Oblivion, parce qu'il y a des trucs très très cool, et notamment les méchants. Enfin, montrer qui a affronté l'Umbrella Academy pendant tant d'années. Voilà, et bien c'est tout pour mon avis sur Umbrella Academy. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, à me retrouver sur Facebook, sur Instagram, et on se dit à très bientôt. On va continuer à parler films, on va continuer à parler séries, il y a pas mal de vidéos qui vont s'enchaîner là. Allez, ciao!